qu'en fait, à un moment donné, vouloir sauver ou aider les autres, ça n'est pas juste un délire de superwoman ou voilà, comme on voit dans les dessins animés enfants. Ouais. C'est à un moment donné, les autres comptent réellement sur toi. « 75% de ces bénéficiaires sont des femmes et des enfants. 2000 femmes ont été soignées grâce à elles suite à des mutilations sexuelles. Des chiffres comme cela, nous en avons beaucoup à vous confier aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai invité, en ce jour très spécial, Élise Bogossian, qui est une humanitaire, travailleure humaniste d'exception, qui a un parcours que j'aimerais partager avec vous. J'ai la grande joie d'en avoir fait une amie, enfin je le crois, et j'espère que c'est vrai pour elle aussi. Nous avons pu partager des moments très 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 forts sur le terrain en Arménie récemment, et c'est Élise que je reçois. Bonjour Élise. Bonjour Dorothée. Alors Élise, j'ai énoncé quelques chiffres, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont impressionnants. Ces chiffres-là existent parce que Élise Care, l'ONG que tu as créée, existe maintenant depuis plus de 10 ans. Avant d'aborder ce virage que sont les 10 ans de Élise Care, est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît, de manière, on va dire, un peu formelle, comme souvent dans ce genre de discussion. J'appelle pas ça une interview, on va dire ça une discussion parce qu'on se connaît toutes les deux. Est-ce que tu peux donc te présenter et présenter la raison d'être d'Élise Care? Oui, bien sûr, merci. Merci beaucoup de m'accueillir ici et puis de me donner le micro comme ça. C'est vrai que 10 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien. J'ai l'impression que c'est passé comme un clin d'œil. J'ai fait des études de neurosciences très classiques, universitaires. Puis je suis partie en Chine étudier la médecine chinoise. Je me suis beaucoup intéressée aux mécanismes de la douleur, aux mécanismes de fonctionnement du cerveau, comment le cerveau régule et gère la douleur. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans des services d'anesthésie. J'ai travaillé au Vietnam, j'ai fait mon DEA là-bas, puis ma thèse en Chine en acupuncture. Et c'est progressivement que j'ai découvert tout un univers qui était celui des accidentés de la route, puis des blessés de guerre. Et donc, à l'occasion de la guerre en Syrie, là où mes grands-parents ont été déportés, j'ai eu, je pense, comme un appel. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça a été le départ, ça a été le démarrage pour moi, ça a été le début de quelque chose qui ne s'est jamais arrêté, mais qui n'a fait que de grandir, qui était mon engagement. Là, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de rebondir. C'est très riche. On comprend que Élise est partie sur le terrain. On comprend que Élise a passé des diplômes très impressionnants. On comprend que Élise est une touche-à-tout et en même temps une grande voyageuse. On comprend qu'Élise fait acte de résilience. En très peu de phrases, tu nous as déjà donné un aperçu de la richesse de la personnalité que tu es et de cette raison certainement de partage et de transmission que tu fais auprès d'autrui. Mais reprenons les choses juste dans l'ordre. Élise, petite fille, c'est qui ? Alors mes parents sont des immigrés de la guerre du Liban, mais aussi de Turquie, puisque les Arméniens, cette minorité chrétienne en Turquie, post-génocide 1915, elle est restée citoyenne de seconde zone. Donc c'est vrai que ce sont des personnes dans ma famille, mais comme dans toutes les familles arméniennes, qui n'ont jamais pu exprimer leurs droits, vivre leurs rêves, être des gens libres. Et donc, moi, j'ai grandi en France. Je suis née en France et j'ai grandi avec des histoires qu'on ne m'a pas racontées pour être gore ou glauque, pas du tout, parce que j'ai quand même grandi avec beaucoup d'amour. Mais j'avais tout un passé, j'avais tout le passé de ma famille qui était celui d'une communauté écrasée, soumise, massacrée, spoliée. Donc je pense que j'ai porté dans mon cœur, dans mon âme, toute petite, dans l'invisible, j'ai porté
voilà, c'est cette espèce d'injustice de ces gens pour lesquels la vie ne vaut rien, pour lesquels la voix ne vaut rien. Et je pense inconsciemment, au fond de moi, peut-être je me voyais être un peu le sauveur de tout ça. Le sauveur. Alors c'est un vrai sujet ça, parce que pour ceux qui ont fait un tout petit peu de psycho ou de psychologie, voilà, ouais. Ils savent le piège qui est d'être piège, sauveur. c'est un piège. Et en même temps, c'est tellement important quand on a vécu certains traumas, comme tu as l'air de le dire. Et c'est une grande nourriture aussi, intellectuelle, spirituelle, parce que ça augmente ta conscience du monde, ta conscience des autres. Ta capacité à avoir de l'empathie, c'est quelque chose en fait, parce que ça veut dire que tu es sensible à ce que ressent l'autre et que tu orientes tes actions et ta vie aussi en fonction de ça. Alors, dis-moi, comme tu as l'air de rebondir direct en disant oui, sauveur, c'est un piège. Oui, c'est un piège parce qu'en fait... Raconte-moi un piège que tu as vécu en tant que sauveur, justement. Et tu as eu un échec ou un piège, tout simplement. Moi, je suis une aînée dans ma fratrie. Oui. Mon père, c'est vrai que nous, on était une famille traditionnelle, arménienne, de cette diaspora qui s'intègre, mais en même temps qui ne veut pas renier son identité ni ses origines. Donc, j'ai grandi avec cette double culture, mais l'identité arménienne, c'était quelque chose de très fort. Puis en plus, je suis à l'époque une jeune fille, et les femmes, c'est vrai que c'est des femmes orientales, et elles n'ont pas du tout... il y a une autre rigueur, une autre discipline, d'autres contraintes qui font qu'en plus de moi, qui m'imagine avec tous ces rêves et ces fantasmes autour de ce que j'entends et ce que je vis et ressens de l'histoire de mes ancêtres, et puis le fait que je sois un peu compressée et comprimée dans un carcan de femmes. Et en fait, moi, j'en ai développé une espèce de rage de vouloir être autonome, indépendante, libre, et de pouvoir faire ce que je voulais. Mais cette liberté, cette soif, cette envie de liberté, ça ne veut pas dire j'en fais qu'à ma tête. C'est quelque part aussi, l'expression de ma détermination, qui est celle de vouloir accomplir un destin et des choses grandes, en fait. Donc, c'est pas de la prétention ni de l'ego, parce qu'en fait, j'en ai fait aussi un carburant au service des autres. Et dans ma famille, comme j'étais l'aînée, que mes parents ne parlaient pas français, que j'étais l'enfant mais en même temps l'adulte, que j'allais aux soins médicaux et en même temps dans les administrations, que j'écrivais les lettres. Enfin, tu vois, j'étais l'enfant et en même temps j'aidais déjà toute petite. T'étais l'enfant et le parent. C'était important que j'écrive sans faire de faute d'orthographe, que je parle bien au téléphone quand on appelait les administrations ou l'hôpital pour ma grand-mère qu'il fallait soigner. Donc en fait, j'étais celle qui était à l'interface avec cette France qui nous avait accueillis, et puis mes parents qui... Donc très vite, tu reçois quand même le message que aider est un bienfait très important, parce que ça sauve aussi tes parents dans le lien à autrui, dans le lien avec la France, dans le lien avec les autres. Oui, tu as un rôle, tu as une responsabilité, tu es aussi reconnu pour ça. C'est vrai que ça me flatte. Et en même temps... tu as ton importance, tu as une place. Voilà, mais très vite, du coup, je pense que j'ai arrêté d'être une enfant. Tu vois, et donc, derrière, les études, tout ça, tout a été conditionné par le fait que je voulais réaliser des choses, atteindre des objectifs, faire des choses importantes et grandes. Mais quand je dis important et grand, je pense pas que ce soit la prétention, mais c'est parce qu'en fait, je voulais être à la hauteur aussi de ce qu'on me demandait, de ce qu'on attendait de moi, de ce que je pouvais faire, et puis de la puissance que je découvre à ce moment-là en moi, parce que comme je suis capable de faire bouger des lignes, des petites lignes, je me dis, en fait, tu es une femme puissante. Je peux faire bouger des grandes lignes, et puis du coup, je me mets à étudier, à apprendre des langues, à me concentrer, à m'appliquer, à lire des livres. Tu vois, en fait, petite déjà, puis j'étais bien entourée, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des maîtres d'école, des directeurs d'école, puis après l'université des enseignants, à chaque fois qui m'ont pris par la main et qui m'ont accompagnée, comme si dans l'invisible,
ça faisait son chemin aussi. Donc j'ai été sensible à ça. Après, il y a le deuxième sujet dont on va parler, c'est le fait qu'on t'a donné la main à un moment donné, mais que tu l'as vu, cette main tendue, que tu as su la prendre et qu'en fait, on t'a remarqué et que tu as suivi ce chemin que tu dis invisible, mais au fond qui était une évidence pour toi. Donc revenons déjà sur cette première question. En quoi vouloir sauver peut être un piège ? Que toi, en tout cas, t'as ressenti comme un piège. Parce que quand tu es éduqué dans des valeurs, que la confiance c'est important, que la dignité c'est important, que l'engagement c'est important, que des valeurs comme ça, qui sont des valeurs essentielles, fortes, sont importantes, ben, en fait, tu te dois aussi d'aller au bout de tes promesses, de ton engagement, de ce que les autres attendent de toi. Donc, en fait, à un moment donné, vouloir sauver ou aider les autres, ça n'est pas juste un délire de superwoman ou voilà, comme on voit dans les dessins animés enfants. C'est à un moment donné, les autres comptent réellement sur toi et peut-être ils s'appuient trop sur toi. Et puis comme toi, tu peux donner l'impression d'être très fort et que ça te pose pas de problème. Et en fait, je vois bien dans ma vie, même encore aujourd'hui, parfois, peut-être pendant maintenant, ça a changé, mais j'ai eu du mal pendant très longtemps à dire non, ou à dire stop, ou à, tu vois, je pense que dans cette volonté d'aider, puis après, comme je suis devenue soignante, ça continuait dans la poursuite de c'est une confirmation de donner, du don. Oui, c'est ça, du don, parce que je ne soigne pas comme un technicien, je donne aussi autre chose qu'un simple geste technique, en termes d'énergie, en termes de... Oui, parce que tu as un cabinet d'acupuncteur, j'ai un cabinet et puis tu as cette association. Et j'ai cette association humanitaire. Voilà. Ouais, donc, et donc, oui, ça peut être un piège, le syndrome du sauveur, parce que tu t'oublies parfois, parce que tu te donnes sans forcément attendre, parce que le don, bien sûr, c'est gratuit, mais et comment on vit l'échec quand on est sauveur ? En fait, parce que parfois ça marche pas, on n'arrive pas à sauver. Oui, parfois ça marche pas, donc ça remet en question, ça nous remet en question, ça nous fait travailler, notre ego, ça fait travailler l'humilité, ça nous fait prendre conscience de nos limites, ça nous permet aussi de rester à notre place. Hein. On n'est pas Dieu, on peut être un sauveur, mais on n'a pas la réponse à tout. On n'est pas. Parfois, on pense vouloir aider quelqu'un, mais qui n'a pas vraiment envie, ni ne met pas forcément en place les moyens pour s'en sortir. Donc, son combat devient le mien, mais c'est pas quelque chose de juste. Et tout ça, mais parce que ça reste son combat, ou pas parfois, ou sa plainte, ou pas, et que parfois il a besoin de temps, que cette personne a besoin de temps. Et puis dans l'humanitaire, après, il y a d'autres types d'échecs. C'est l'échec d'un système, c'est l'échec d'une société, c'est l'échec aussi d'une manière de fonctionner qu'a le monde, avec ce retour des grands empires, avec ce retour en force des puissances qui utilisent les moyens les plus extrêmes pour mettre à genoux et pour faire annihiler une population et d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour traumatiser, comme la famine. On a parlé au tout début de l'esclavage sexuel, des tortures. C'est sûr que quand tu travailles sur 1, 2, 3, 1000, 2000, même 10 000 victimes, en fait, tu ne changes pas le système de fond. Tu ne changes pas cette manière cette façon, en fait, cette souffrance qui reste énorme. Et puis, combien même tu réussirais, quel lendemain est-ce que tu permets à ces femmes, à ces enfants, quand ton pays est détruit, quand tu ne peux plus rentrer chez toi, quand ta vie est détruite, quand ton corps est détruit, mais qu'on t'a soigné, quelles sont les perspectives après ça? Donc, en fait, tout ça, c'est des remises en question qu'on fait. Et puis, au bout de 10 ans, on n'est pas non plus des techniciens de l'humanitaire. On n'est pas non plus à répéter nos cliniques mobiles, à répéter les prises en charge psychologiques, à répéter les convois de médicaments et de lait, de nourriture. Il y a un moment donné, tu essayes d'aller au-delà de ça, et te dire comment concrètement
qu'est-ce que je peux, moi, à mon échelle, avec l'expérience que j'ai acquise, changer les lignes, les fameuses lignes du destin de quelques personnes de façon concrète. C'est vrai que tout ça, ça fait partie de l'échec, et en même temps de la remise en question, et en même temps de se dire que je fais ma part, mais sans défaitisme, en fait. C'est juste comment est-ce que je peux faire mieux avec les nouvelles cartes que j'ai en main, qui sont celles de l'expérience. D'accord. Donc, en fait, de l'échec que tu évoques est plutôt une compréhension, plus qu'un réel échec, de ce que j'entends. Hein. C'est une compréhension vraiment de la map, de la carte en elle-même, qui est beaucoup plus complexe peut-être que le premier jour où tu as fait ce travail humanitaire, où tu avais une certaine représentation du monde. Et cette représentation du monde devient de plus en plus légitime au fur et à mesure du temps qui passe, avec la compréhension de la complexité d'un monde qui associe violence et merveille, et de manière complètement paradoxale, mais on est dans ce monde-là, et c'est un monde réel. Donc en fait, c'est ça pour toi l'échec, quelque part, c'est de te dire, je suis partie avec une certaine idée d'une certaine puissance que je pouvais avoir, peut-être d'un certain volume de personnes que je pouvais aider, et au final, je me rends compte au bout de 10 ans que je ne peux peut-être pas sauver le monde entier, mais qu'en sauvant peut-être moins et de manière beaucoup plus appropriée, je peux faire bouger les lignes. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est une source de transformation et puis de création d'un nouveau modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humanitaire, y avait les petits drapeaux de la Croix-Rouge avant, il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, c'était les drapeaux de la Croix-Rouge sur les champs de guerre qui venaient évacuer les blessés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humanitaire, ça ne doit pas être un tissu, comme une toile d'araignée, un réseau où finalement des acteurs locaux, des acteurs étrangers comme nous, des entreprises, des médias, est-ce que finalement, c'est pas tous ensemble qu'on peut créer un autre système de fonctionnement qui permette aux victimes de renaître de leurs cendres, en fait? Est-ce que finalement, moi, je pense qu'en fait, de remettre en question ce système-là où tu as l'urgence absolue, on voit avec l'Ukraine aujourd'hui, 2 ans après, on est encore au stade de l'urgence. Aujourd'hui, l'urgence, c'est plus les 2 mois, c'est beaucoup moins 3 mois. Aujourd'hui, l'urgence, elle devient... Tout à fait. On s'installe dans un système d'urgence chronique, mais comment on fait quand il y a de plus en plus de guerres, qu'elles durent de plus en plus longtemps et qu'on est tout le temps dans l'urgence avec les moyens qui réduisent? Donc, en fait, c'est tout ça que je remets que moi, en tout cas, à mon échelle, je me suis remise en question pour me dire qu'est-ce que je peux faire, comment je veux faire. Et c'est comme ça qu'on a amené cette idée d'entrepreneuriat social qu'on intègre au projet humanitaire pour aider les victimes très vite, très très vite à s'en sortir par leurs propres moyens. Alors justement, on va y aller, et puis après on reviendra sur Élise la femme, Élise l'humanitaire, Élise la femme puissante que tu es, parce que c'est aussi puissante et touchante. Parlons d'Élise Kerr. Parlons de cette association que tu as créée, qui a maintenant 10 ans. On va aller sur le concret. Pourquoi ? Parce que ça donne, c'est très intéressant, cette vision, ce nouveau modèle que tu peux imaginer, cette nouvelle manière de fonctionner. J'aimerais bien qu'on aille là-dessus. Élise Kerr, 10 ans maintenant, un certain nombre de chiffres, je les ai donnés tout au début, mais il y en a d'autres. Raconte-nous, Élise, le nombre de pays, comment ça fonctionne, qui vous sauvez? Alors, au départ, c'est né du conflit syrien. Élise Kerr est née du conflit syrien en 2012. Pour amener de l'aide, de l'aide et de la prise en charge auprès des victimes opérées qui n'avaient pas accès au traitement de la douleur. C'était très basique, on soignait des blessés de guerre. Bon. Et puis très vite, avec l'Irak, la prise des villes chrétiennes et de Mossoul par Daesh, on a mis en place des dispositifs médicaux, des cliniques, des hôpitaux ambulants pour venir soigner au chevet des malades, des blessés graves, parce que les villes détruites ou occupées, des hôpitaux bombardés, voilà. C'était l'idée d'amener... Quand tu dis « on », vous êtes combien ? À l'époque, au moment où on crée ça, je suis avec un pharmacien, un chauffeur, un médecin. Et puis après, très vite, jusqu'au Covid, on a eu une croissance assez linéaire. On est monté vers 50 salariés permanents sur les différents pays. Il y avait à l'époque, il y avait l'Irak, la Syrie, il y a eu un début avec le Liban. Oui, jusqu'en 2018, 2019, on était une 50aine. Puis
puis on a traversé l'épreuve du Covid, et après on a eu un petit temps creux 2020-2021, et puis au moment de l'Ukraine, et avec tout ce qu'on a mis en place avec malheureusement la guerre en Arménie, voilà, ça a remonté, et aujourd'hui on est dans 6 pays. Certains sont plus actifs parce qu'on a des permanents, des chefs de mission, d'autres on travaille en coopération avec la Croix-Rouge, et donc on fait moins, mais en s'appuyant plus sur eux et en amenant des conteneurs, de l'aide médicale, des choses comme ça. Et donc, voilà, l'idée, ça a été très vite de faire de l'aide pour les femmes, les enfants, les victimes survivantes, les victimes de polytraumatismes physiques, psychologiques, des enfants brigadés comme les enfants soldats, des femmes prises dans les marchés aux esclaves par les djihadistes. Et puis après, on s'est occupé de remettre en fonction des hôpitaux qui ne fonctionnaient plus, ou des écoles comme au Liban, parce que avec la crise économique, il fallait qu'on remette en service. Donc on a mis des panneaux solaires pour pouvoir générer de l'autonomie, et que les hôpitaux, les dispensaires que nous soutenions continuent à rester ouverts. Et puis l'Arménie, ça a été la catastrophe qui est arrivée après avec la guerre de 2020, puis 2022 le blocus, puis 2023 dans le Haut-Karabakh l'exode des Arméniens. Donc aujourd'hui, il y a des missions qui ont bougé parce qu'on ne peut plus aller dans le Haut-Karabakh. On a déplacé des missions maintenant en Arménie même, et qu'on relance avec du nouveau personnel. Donc en fait, l'Arménie, je peux dire qu'on a recommencé à zéro il y a quelques mois, mais c'est une mission qui existe depuis plusieurs années. Et l'Éthiopie, ça a été pareil. La mission existe depuis plusieurs années via le réseau des sœurs Teresa. Ça s'est arrêté pendant la guerre du Tigré parce que les ONG n'avaient plus accès. Et puis en plus, c'était 2020, il y avait le Covid plus la guerre dans le Tigré, donc là, temps mort. Et depuis l'ouverture du corridor humanitaire vers 2022, on a repris, puis on a envoyé des conteneurs de lait, des ambulances, du matériel médical. On a remis en route des dispositifs qui étaient en stand-by, toujours avec le réseau des Mères Teresa. Et là, on a un programme nutrition avec des enfants très gravement atteints de famine. La famine, c'est vraiment l'article, le stade final avant la mort. On travaille avec des nutritionnistes des docteurs PhD en nutrition au nord du pays. Et on fait des études cliniques, j'espère qu'on pourra la publier rapidement, où on suit, grâce au programme qu'on a mis en place avec Danone et Bolloré Logistique, tout un programme pour essayer de mesurer jusqu'à quel niveau on peut faire régresser des séquelles neurologiques chez des enfants qui n'ont pas pu se développer, des tout petits qui n'ont pas pu se développer normalement à cause des carences alimentaires. Donc tout ça, dans l'idée, en plus de faire de l'humanitaire et de l'aide alimentaire, c'est aussi de renforcer d'un point de vue de la connaissance scientifique, pour montrer aussi l'importance. La famine utilisée comme arme de guerre, en fait, elle détruit toute la génération, même si elle survit. C'est des enfants... voilà, est-ce qu'on va pouvoir rattraper dans le développement ces gamins-là? C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Mais il faut une nourriture adaptée pendant des mois, parce que même si les gamins prennent du poids et qu'ils ne sont plus en danger de mort, ils restent avec des vraies séquelles. Des vraies séquelles à vie qui et quand c'est vont les handicaper. Quand c'est toute une région, toute une ethnie, plus les mères qui ont été violées, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, des programmes dans la durée. Mais après, toi, tu viens avec du lait, c'est bien, mais derrière, c'est bien aussi d'aider sur place ces gens-là à devenir autonomes, être autonomes. Donc maintenant, on cultive des projets, on développe des projets autour de l'eau. Et là, on a 3 chantiers qui ont démarré, de puits profonds, parce que pareil, les puits superficiels avec la pollution, c'est compliqué, et puis t'as pas accès à beaucoup d'eau, donc puis il y a les barrages qui sont bloqués, enfin il y a quand même un problème, il peut y avoir politiques, beaucoup de freins, même sociaux, locaux. Donc là, on a fait une longue exploration qui a duré plusieurs mois dans plusieurs régions, et là on a démarré 3 chantiers où on creuse à presque 100 mètres, ce qui nous permet de donner de l'eau pour 12 000 maisons. Et c'est un projet qui permet aussi de mettre en route l'école, le dispensaire, l'agriculture. Donc voilà, c'est 3 projets qu'on a dans 3 régions différentes. On travaille avec les sœurs Teresa et des organismes très 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 sérieux pour éviter justement que l'eau soit détournée, choses comme ça. Et dans des villes où on travaille déjà
avec nos équipes pour que ça soit une continuité et que tout ça vienne. Alors, dans je la t'écoute, suite. là, excuse-moi, je te coupe la parole, mais je t'écoute et je me demande si c'est de cela dont tu parles quand tu dis, je pense qu'il y a de nouveaux modèles comme une toile d'araignée à mettre en place au niveau humanitaire, peut-être pour améliorer en fait l'aide d'urgence qui, comme tu l'as dit, l'urgence devient chronique, donc ce qui est un anachronisme complet, puisque l'urgence ne doit être que ponctuelle en fait. Hein, on ne peut pas être en urgence permanente. Euh, Est-ce que, pour avoir été avec toi sur le terrain en Arménie, j'ai pu voir qu'effectivement tu travaillais très étroitement avec un certain nombre d'associations locales qui sont là aussi de manière pérenne et que vous aviez, j'allais dire, à vous tous une façon de mailler le système, enfin en tout cas la réponse. Vous aviez une réponse en maillage pour pouvoir être au plus près des populations et de leurs besoins premiers. Est-ce que c'est de cela dont tu parles, c'est-à-dire savoir travailler intelligemment ensemble en système de réseau, en système de maillage? Là, tu parles des sœurs Teresa. Est-ce que c'est dans ce modèle-là que tu vois la nécessité d'un changement ou est-ce que c'est autrement? C'est autre Alors, les chose. acteurs locaux, ça, on le fait depuis toujours. Oui. On ne vient pas dans un pays en solo, Oui. en électron libre. On est toujours déclaré, enregistré dans les administrations officielles, ministère de la Santé, les Affaires sociales. Et puis les acteurs locaux qui sont présents, on travaille avec eux parce qu'ils savent mieux que nous, mieux que quiconque, ce dont le pays a besoin, ce dont les populations ont besoin. Donc on ne vient pas s'imposer ni imposer, créer peut-être des besoins qui ne sont pas des vrais besoins. On ne fait jamais ça. Mais non, quand je parlais du réseau de toile, moi je pense que je parlais plutôt du réseau français parce qu'aujourd'hui, quel est finalement... Il n'y a pas de pont, il y a une frontière très étanche, bien sûr. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, on voit vaguement ce qui se passe dans certains pays plus que d'autres. On va parler plus de certains conflits, moins d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, l'action humanitaire, sans être un puits sans fond dans lequel on vient tout le temps te harponner devant les gares de TGV ou à la sortie des centres commerciaux pour te faire culpabiliser et remplir un caddie alimentaire. L'idée, c'est, moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment en termes d'engagement, en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre monde? Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? On a été capable, on a vu tous, on a été témoins de cette guerre en Ukraine qui était aux portes de l'Europe. Est-ce que demain, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Comment on pourrait, quand tu vois ces pays sous embargo, ces pays qui sont mis de côté, certains pays qui ont développé et qui ont permis de nourrir des dictateurs assoiffés, je ne vais pas donner des exemples, mais il y en a plein. Comment est-ce que finalement, nous, acteurs français, citoyens français, patrons d'entreprises français, comment est-ce que on arrive à mobiliser un public sans forcément en faire des acteurs, parce qu'on a aussi nos propres problématiques en France, on a des besoins en France. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout, tu vois, mais c'est vrai que moi, je trouve que finalement, par rapport à nos projets, à la manière dont on a de vivre de la charité et de demander aux gens de nous aider, de nous soutenir, de faire des cagnottes, des newsletters, des appels aux dons, de répondre à des appels d'offres, des subventions, d'être dans ce milieu ultra compétitif où finalement c'est à qui tu vas donner de l'argent. Est-ce que c'est Action contre la faim, MSF, Eliscare ou C'est vrai que c'est un milieu qui s'est professionnalisé et qui récupère aussi du coup c'est un milieu ultra professionnel. Conséquences, j'allais dire, d'un milieu plus ce qu'on business. appelle des sociétés civiles humanitaires. En fait, c'est des entreprises. Elles ont un modèle économique qui est celui des entreprises. Il faut qu'elles gagnent leur pain aussi. Donc, il y a une véritable compétitivité. OK. C'est le jeu, j'ai découvert, je l'ai appris qu'en fait on n'est pas forcément tous des alliés ni tous des amis, mais une fois que tu comprends les règles du jeu, tu te dis bon, c'est pareil à la télé, c'est pareil partout en fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ensemble, voilà, moi c'est l'histoire que j'essaye de raconter à mes donateurs, aux entreprises qui nous soutiennent. Alors bien sûr derrière le côté RSE, entreprise sociale. Entreprise engagée, qui fait de l'écologie, qui est sensible à l'environnement et au sort des femmes, à l'éducation des enfants et tout ce que tu veux. En fait, c'est
voilà, les impliquer et comment construire l'histoire et raconter, écrire l'histoire ensemble. Je tiens déjà à souligner ce parcours formidable qui est le tien, cet engagement qui est le tien, cette durée. Parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de se lancer dans des projets. Là où ça commence à devenir difficile, c'est la durée. C'est de pouvoir non seulement le créer, bien sûr, mais de durer. Le temps ne ment jamais, on le dit parfois. Certains le disent en tout cas. Et dans le temps, tu as prouvé très réellement cet engagement et la réussite de voir les échecs, mais également, mais ça fait partie du chemin, prouve la valeur en tout cas de ce que tu as mis en place. Mais si je dis tout ça, c'est parce que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Des femmes humanitaires, des femmes en tout cas qui ont créé une association comme la tienne, j'en ai rarement connu, j'en ai rarement croisé, voire pas. Pourquoi, comment une femme comme toi, justement, après ce qu'on vient de raconter, après l'ensemble de ces réussites et de ces caps, de ces défis que tu as rencontrés, comment fait-on pour durer? Comment fait-on pour faire sa place? Et au fond, qu'est-ce que tu avais à résoudre d'un tout petit peu particulier, de très personnel? Je suppose qu'il y a quelque chose qui résonne au niveau du féminin, en termes j'allais dire, d'exception par le fait du genre. Il y a forcément quelque chose, peut-être ou pas, mais dis-le-moi. Enfin, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on dure? C'est important d'avoir une vision. C'est important aussi de comprendre et de réaliser qu'on n'a pas la même énergie au tout début que 10 ans après, et que finalement cette énergie, elle se transforme. Et c'est vrai que avant, je pouvais être beaucoup plus passionnée, entière sur un aspect de la mission. Aujourd'hui, je vais réfléchir en global, beaucoup plus facilement en global. Et je vais plus facilement, dans quelque chose à court terme, l'impliquer dans le moyen et long terme, parce qu'il y a une économie des forces, une économie de l'énergie pour que ça dure. Et c'est vrai qu'une mission... Économie ne veut pas dire ne pas donner, mais ça veut dire vraiment bien réfléchir avant, anticiper le besoin énergie, l'économie de l'énergie. Oui. Voilà, économie de son énergie pour donner le meilleur. Vraiment. Parce que, tu sais, tu vas griller toute ton énergie à la cramer sur une mission, mais dont les impacts vont être visibles dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. En fait, c'est comment tu construis ton projet. Et donc c'est la gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie, la gestion des ressources, être plus capable qu'avant. C'est quelque chose que je n'avais pas avant, que j'ai appris avec le temps, à identifier mes forces, mes faiblesses, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin pour que ça devienne une entreprise collective. Parce que je crois au collectif. Ça peut être une initiative individuelle au départ. Et même, je vais te dire, et je suis pas toujours à l'aise de parler de ça, parce que quand on me dit souvent « c'est une initiative personnelle », oui, mais en fait, elle est restée très peu longtemps une initiative personnelle. C'est tout de suite devenu du collectif. Sinon ça marche pas. Ça serait arrêté en 2013, tu vois. Et j'aime bien rappeler ça, parce que c'est aussi un peu, pour moi, c'est important d'honorer tous ceux qui sont dans le groupe, tous ceux qui font partie de cette mission, tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui croient dans le projet, tous ceux qui s'investissent, qui se donnent, qui font les mêmes sacrifices. Et c'est vrai que ce qui fait qu'on dure, c'est la force du collectif. Alors ça, c'est la notion de durée. Mais j'étais venue te chercher sur autre chose. Tu es venue te chercher sur le féminin. Tu es, et je répète, une des seules femmes que je connais, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas celle que j'ai la chance de côtoyer, qui est travailleur humanitaire, qui va sur le terrain, qui a créé une association comme la tienne, qui est là depuis 10 ans. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'humanitaire? Voilà ma question, très simplement. C'est pas facile, parce que tu fais des sacrifices, forcément. Mais les hommes aussi font des sacrifices, certainement. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un sacrifice supplémentaire lorsqu'on est une femme? Quand tu es une femme, que tu as une famille, que tu as des enfants, que tu as une gestion du risque qui n'est pas la même dans des pays où la société est beaucoup plus masculine ou machiste ou patriarcale, ou à l'opposé de toi. Parfois, c'est des républiques islamiques où on ne parle pas aux femmes,
où les femmes ne regardent pas dans les yeux d'un homme, ou tout ça, en fait, c'est vrai que... Alors, comment tu fais dans ces pays-là? Ben, moi, j'ai une culture orientale, donc je le fais quand même, mais je le fais en respectant leur code. Donc, j'ai pas une manière de regarder un homme ou de parler à un homme qui... Où il va se sentir Ouais, non, je reste dans le maltraité. respect. Ouais. Ça veut pas dire que je me soumets, ça veut dire que je respecte les codes et je les connais, les codes. Donc, C'est très important ce que tu racontes, en fait, c'est là, important. parce que ça veut dire qu'en tant que travailleur humanitaire, il y a une base profonde de respect de la culture dans les pays dans lesquels on travaille, dans les pays dans lesquels on veut aider. Il y a d'abord une grande compréhension de cette culture-là, il y a d'abord une grande adoption personnelle pour justement ne pas aller à l'encontre, même si on n'est pas d'accord avec certaines même si on n'est pratiques pas et qui sont d'accord. terribles. On n'est pas d'accord, mais il faut faire attention à ça. On s'adapte. Parce que sinon, il y a une grosse notion d'adaptation. C'est une fois et jamais deux. Oui. Je parlais avec Véronique de Vigry, que j'aime beaucoup, beaucoup, cette femme. C'est une photographe qui va depuis 20 ans en Afghanistan. Et là, c'est la seule que les talibans acceptent et autorisent. Et elle va, parmi les talibans, elle fait ses reportages photos. Et je lui disais, la dernière fois, elle était avec moi en Arménie la semaine dernière, je disais, mais comment tu fais? Mais est-ce qu'ils t'ont déjà agressé? Est-ce que tu t'es mis en danger? Est-ce que tu as eu peur? Et elle m'a dit ce que je viens de te dire par rapport au code. Et alors, c'est vrai que ça peut ne pas marcher à tous les coups. Quand même, Bien sûr. Tu joues une carte joker à chaque fois, mais il y a quelque chose de vrai. En fait, il se passe quelque chose dans l'invisible et dans le langage non verbal. Et c'est vrai que par rapport à ça, être une femme, c'est pas facile. Et en même temps, peut-être que dans ma dimension maternelle, dans ma relation aux autres, dans ce syndrome du sauveur que j'ai, qui peut-être me met dans une autre posture qu'un rapport dominant-dominé, parce que je suis plus facilement, du coup, celle qui volontairement, je me mets en dessous. En fait, on volontairement pas. Ou consciemment? Consciemment. D'accord. Consciemment, parce que je viens pas avec l'idée d'un rapport de force ni à imposer mon... Ouais, ça peut être très fatigant. Ouais, non. Mais au final, j'arrive quand même à faire passer mes messages, mes demandes. Tu es sur l'objectif. Ouais, et je suis sur l'objectif à atteindre. Je vois très bien. C'est ça. Je suis sur l'objectif à atteindre. Je reviens là-dessus. Élise, tu as fait part tout à l'heure de ton parcours en tant qu'enfant. Cet enfant qui aide ses parents, qui apporte tout de suite et qui comprend très vite la valeur de l'aide et l'importance que l'aide peut avoir pour sauver en fait aussi son entourage. Mais cette femme humanitaire que tu es devenue, quelle est la lignée des femmes dans ta famille? Comment ça s'est passé et comment tu te positionnes justement par rapport aux autres femmes de ta famille maintenant que tu n'es plus une enfant? Enfin, je pense inconsciemment et dans l'invisible, et je suis certaine de ça, je porte leur force. Et toutes les femmes qui n'ont pas pu... Elles ont toutes été fortes, les femmes dans ta famille? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont dû se sacrifier, beaucoup qui ont été sacrifiées. Tu parles de femmes courageuses alors? De femmes qui ont vécu à des périodes ou des époques où on ne donnait aucune voix aux femmes. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père, même si on était élevés dans la tradition, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père qui m'a tellement aimée, qui m'a respectée dans ma soif d'apprendre. Et je sais que finalement, aujourd'hui, ce que je porte comme combat, au fond de moi, j'ai leur force, j'ai la force de ma grand-mère, j'ai la force de mes tantes, j'ai la force d'une arrière-grand-mère dont j'ai entendu parler dans certains récits d'enfants, qu'elle s'est battue, qu'elle n'a pas pu, qu'elle a été vendue. Puis, en fait, puis d'autres qui étaient des orphelines, qui ont grandi dans des couvents parce que les Turcs enlevaient les filles arméniennes parce que c'était des belles filles, ils les emmenaient, ils les mariaient de force, puis avant ils les violaient, elles étaient obligées de se marier. Enfin, des femmes qui se sont battues et je vois qu'aujourd'hui, moi, peut-être inconsciemment ou dans mes rêves d'enfant, elles étaient présentes en moi. Et je pense que je porte quelque chose, je ne veux pas dire une revanche, ni une rage, ni d'abord par rapport à l'injustice, mais aussi par rapport au fait qu'elles m'ont transmis dans l'invisible, comme cette histoire de Mulan. Dans l'invisible, ces ancêtres féminins qui m'ont donné leur force. Et alors c'est vrai que parfois, quand tu es
quand tu vis comme ça ta vie comme une mission, tu peux être aussi très seul parce que c'est une mission qui est un lien, ça te relie au sacré, ça te relie à quelque chose qui est plus fort et plus grand que toi, que parfois tu ne connais pas, mais c'est une force qui te guide, qui est centrale, qui vient du fond qui est là et qui fait partie de ce que je veux transmettre à mes enfants, qui fait partie, qui n'a rien à voir avec l'argent. Parce que tu as 2 garçons, alors là, j'ai 3 fils. 3. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la réussite, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça a à voir avec l'accomplissement et avec l'engagement et avec le don. Et c'est vrai que ça fait partie de ce qui me tient à cœur dans la transmission. Ce qui te tient à cœur dans la transmission, donc tes 3 garçons voient leur maman partir régulièrement sur le terrain dans des zones compliquées. Ils le vivent comment, ces 3 garçons ? Quel est leur rapport, justement ? Je les ai tout de suite mis dans l'histoire. D'accord. Je les ai tout de suite mis. Dès que je pouvais, ils venaient. Dès que c'était les vacances scolaires, tout le temps. Ils connaissent l'orphelinat d'Arménie, ils ont grandi quasiment ensemble. Ils sont venus en Éthiopie, une fois ils sont venus en Irak. Dès que je peux, ils viennent, ils connaissent l'histoire, je leur raconte tout ce que je fais. J'aurais pas pu faire autrement. Sinon, il aurait fallu que je sacrifie mes enfants. C'était impensable. En plus, je suis une maman orientale, c'est juste pas possible. Mais je crois même que maintenant, ils sont contents quand je parle parce que je leur fiche un peu, je laisse un peu tranquille. Ils sont dans l'adolescence, là, donc ils sont très proches de toi. Moi, j'ai pu le constater et ils sont très contents de... Mais oui, non, ils sont très fiers. C'est normal pour eux presque, non, d'avoir une mère et une femme comme toi à leur côté. Ouais. Et pourtant, quelle fierté dès aussi. Dès qu'ils ont un problème, un truc, ils m'appellent, ils disent elle va régler nos problèmes. Enfin ouais, ils sont tranquilles. Ouais, ils savent que dès qu'il y a un pépin, je vais trouver une solution pour eux. Et c'est vrai que j'aime bien aussi être ce roc pour eux. Donc là, tu arrives à ce moment très, très, très beau, je pense, de tes 10 ans. C'est un cap, 10 ans d'existence pour une ONG. Voilà, c'est la durée. Tu parles de transmission près de tes enfants, transmission toi-même. On t'a transmis en fait la force, le courage de tes aïeules féminines et puis aussi de ton père. Enfin, on sent le poids et l'importance de l'héritage familial, de la narration que l'on se fait de son propre parcours familial. C'est important, c'est quelque chose qui apparemment te touche et te tient. Mais je sens aussi, pour en avoir parlé avec toi, qu'il y a cette envie maintenant de transmettre et d'aller encore plus loin dans les 10 prochaines années. Élise Kerr va peut-être changer de visage pour elle aussi transmettre, aller encore plus loin dans sa vocation. Comment on fait pour te contacter si on a envie d'aller plus loin et de soutenir Avec joie pour mettre le lien sur l'émission et puis sinon sur le podcast contact@elisekerr.org. D'accord, très bien. Alors là, on arrive à la fin de notre conversation. On va l'appeler comme tel, si tu veux bien. J'ai passé un moment excellent avec toi. Je pense que il y avait plein de sujets. On aurait pu encore aller plus loin. Parce que ce que tu fais est passionnant. J'ai encore découvert des facettes de toi et je te remercie profondément de ce partage. Parce que je trouve ça très important et très touchant de pouvoir partager comme tu l'as fait avec une grande confiance, celle que tu as au fond de toi et que tu dégages. Donc voilà, je suis passée de celle que je connais, de l'Élise en ouverture, Élise humanitaire. Je savais et j'avais déjà vu de mes yeux Élise la guerrière, mais au sens guerrière de lumière, si je peux me permettre. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Dorothée. Je t'en prie. Merci. C'est la fin de cet épisode des Talents de la Terre, une production Arsenal by Bolloré. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.